Messieurs, dames, chers amis téléspectateurs, bienvenue à cette émission télé-débat entre décideurs, chercheurs et praticiens engagés dans l'adaptation au changement climatique au Niger. En effet, le programme sur le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire, CCAFC, est un partenariat stratégique qui s'étend sur une période de 10 ans et qui découle d'une nouvelle collaboration entre le groupe consultatif sur la recherche internationale agricole et le partenariat des sciences du système terrestre. À partir de septembre 2012, le programme CCAFC Afrique de l'Ouest a engagé une initiative pilote dans 5 pays, dont le Niger, afin de favoriser l'émergence des plateformes nationales autour de la problématique d'adaptation de l'agriculture au changement climatique et sécurité alimentaire. Ainsi, la feuille de route 2013 de la plateforme nationale du Niger est le fruit de ces processus participatifs, d'où donc cette table ronde dont l'objectif est d'informer et de sensibiliser les décideurs et chercheurs sur la nécessité des dialogues et des concertations régulières afin de définir les priorités de recherche et politiques de développement agricole et de sécurité alimentaire fondées justement sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Nous avons sur ces plateaux M. Kamae Mazou, secrétaire exécutif du Conseil national de l'environnement pour un développement durable, CNED2, M. Bawagaou Ousmane, il représente le Haut Commissariat à l'initiative 3N. Madame Adamou Aïssatou Sita, elle est de la direction de la météorologie nationale. Docteur Moutari Adamou, il représente l'INERAN. M. Almou Hassan, il est maire de la commune rurale de Tondi-Kuindi. M. Boubacar Hamadou, il est maire du premier arrondissement de Niamey. Madame Bako Safi Solange, elle est coordonnatrice du PANA Résilience. M. Banya Adamou, il est de la plateforme paysanne. Docteur Nazoumou Yahaya, il représente le PAC RC. Et M. Omar Tankari, il représente Care International Niger. Nous avons aussi Madame Lucienne Jeannette, elle représente le ministère de l'élevage. Monsieur Mazou, alors quelles sont les principales manifestations du changement climatique au Niger? Les principales manifestations du changement climatique au Niger, principalement si on regarde les températures maximales et minimales, par rapport aux années 1960, elles ont augmenté d'environ 2 degrés. On a observé aussi un glissement des isouettes d'environ 200 km du nord vers le sud. On observe une disparition de beaucoup de coins d'eau dans les mares. On observe aussi, on a observé le retrait quasi total du lac Tchad du Niger, qui représente une source importante en fait, de revenus aux populations. On observe surtout une réduction de la longueur de la pluviométrie, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur les pratiques agricoles. On a une réduction du débit de cours d'eau, principalement le fleuve Niger. On l'observe assez souvent maintenant, on voit que très souvent, en fait, il n'y a plus d'eau dans le fleuve Niger. Donc, les débits du fleuve, des cours d'eau au Niger sont en train de diminuer. Et deuxième chose, c'est qu'aussi l'abaissement de plus en plus de la nappe phréatique, c'est-à-dire la profondeur de la nappe phréatique augmente. Donc, c'est principalement ça qui est observé, comme je l'ai dit, avec toutes les conséquences sur les pratiques agricoles. Maintenant, pour le futur, les projections montrent que tout ce qui est observé, en fait, les tendances à se maintenir. C'est-à-dire que les mêmes observations qu'on a eu à faire vont se répéter vers le futur. Donc voilà principalement ce que je peux dire par rapport aux manifestations actuelles du changement climatique. Je vais augmenter aussi, quand on observe en fait, une récurrence de phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les sécheresses et les inondations. Et ça cause beaucoup de problèmes du point de vue des gestions aussi, du point de vue des pratiques agricoles. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Oui, on sait que le Niger a souscrit à des traités internationaux sur les changements climatiques. Alors, est-ce que vous pouvez un peu, de manière succincte, nous rappeler ces... Le Niger a souscrit à 2 cadres juridiques internationaux sur le changement climatique.
Le premier, c'est la convention qu'on appelle cadre des Nations Unies sur le changement climatique que le Niger a signé et ratifié en 1995. Cette convention, en fait, a pour but d'aider à stabiliser les émissions de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre à un niveau qui ne perturbe pas le système climatique. Donc, après, la communauté internationale s'est réunie et on a amené les États à signer ce qu'on appelle le protocole de Kyoto. Donc, c'est un protocole de mise en œuvre de la Convention qui impose aux États, surtout les États émetteurs, c'est-à-dire les pays développés, des quotas d'émissions de gaz à effet de serre pour arriver en fait à l'objectif de la Convention. Maintenant, en plus de ça, il y a deux conventions sœurs que le Niger a signées dans le domaine environnemental. C'est ce qu'on appelle la Convention sur la diversité biologique, qui regarde les ressources animales et végétales, et maintenant la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification. Donc voilà le cadre juridique que le Niger a souscrit par rapport aux questions du changement climatique. Alors, dessous tous ces traités-là, quel avantage réellement le Niger en tire? Les avantages sont énormes. Si vous regardez aujourd'hui tout ce qu'on est en train de faire en termes d'investissement par rapport à la résilience des populations, en matière environnementale, ça c'est des financements acquis parce qu'effectivement on a signé ces conventions. Je prends l'exemple d'un projet qu'on est en train de mettre en œuvre qu'on appelle le PPCR, qui a 4 composantes, dans le PAC-RC, certainement qu'on reviendra là-dessus, il y a un expert là qui va parler de ça, qu'on appelle le programme d'action communautaire pour la résilience climatique. C'est un programme qui fait 100 millions de dollars. Au-delà de ça, ça c'est un financement Banque mondiale. Il y a d'autres barres de fonds tels que ce qu'on appelle le Fonds pour l'environnement mondial, qui depuis les années 95 à aujourd'hui a aidé le Niger à hauteur de plus de 90 millions en termes de financement vers les populations vulnérables. Et au-delà de ça, ça c'est les ressources physiques. Maintenant, ce qu'on appelle le renforcement des capacités. C'est-à-dire renforcer les négociateurs, les Nigériens à aller négocier ces financements, ça c'est aussi des acquis. Alors, quelles sont, par exemple, les principales politiques et stratégies nationales qui s'adressent à la problématique du changement climatique au Niger? Oui, enfin, il y en a beaucoup. En signant et ratifiant ces conventions, le Niger s'est engagé à à élaborer des outils de mise en œuvre, dont la première, c'est ce qu'on appelle la stratégie nationale et plan d'action en matière de changement et variabilité climatique. Ensuite, le Niger vient d'élaborer la politique nationale sur le changement climatique. On a élaboré d'autres cadres, c'est-à-dire qu'on appelle le plan décennal sur le mode de production et de consommation durable, pour regarder en fait comment on gère les ressources naturelles en vue de lutter contre les changements climatiques. On a élaboré d'autres documents stratégiques dont ce qu'on appelle les communications nationales. On doit rendre compte en fait à la communauté internationale quelles sont les actions que le Niger mène pour lutter contre les changements climatiques, ce qu'on appelle les communications nationales. Et on a élaboré premièrement ce qu'on appelle le plan national de l'environnement pour le développement durable, qui est la stratégie nationale en matière d'environnement et de développement durable. Et donc, c'est toute cette stratégie qui contient la question du changement climatique, la question de biodiversité, la question de gestion de l'environnement, notamment la lutte contre la désertification. Donc, il y a beaucoup de cadres, mais je m'arrête à ces cadres tous 5, donc on reviendra là-dessus. Et deuxième chose, c'est que aussi, j'ai oublié de mentionner parmi les politiques stratégies, le PANA, qui est le programme national, d'action nationale pour l'adaptation au changement climatique, qui est élaboré au niveau du CNED en tant que cadre national de référence en matière d'action à mener, d'intervention à mener dans le domaine du changement climatique. Ça, c'est un document très important qu'il faut que je mentionne. Alors, M. Bao Ousmane Gao, donc le secrétaire exécutif du CNDD, vient de citer un certain nombre de manifestations qui caractérisent le changement climatique au Niger. Alors, comment l'initiative 3N prend-elle en compte les défis posés par le changement climatique? Bien, merci. Et je crois que le directeur exécutif vient de poser le cadre dans lequel l'initiative, en tout cas, s'inscrit. C'est les premières manifestations au Niger. La sécheresse, les inondations sont les principales conséquences, en tout cas en matière agricole, pour notre pays. Donc, pour ce faire, l'initiative 3N, qui est une stratégie pour le développement agricole durable, les Nigériens nourrissent les Nigériens, en tout cas a été formulée sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est d'accroître la résilience à long terme des populations nigériennes
à assurer la croissance agricole. Et le deuxième pilier, partant de ces effets de changement climatique, est de faire face de manière efficace aux situations de crise et de catastrophe. Donc voilà les deux piliers sur lesquels, en termes de stratégie, que l'initiative s'est construite. Et pour ce faire, donc, il fallait mettre les conditions d'une agriculture durable et à travers l'accroissement et la diversification des productions agro-silvopastorales. Et là, on vise, comme il a dit, on est dans une ambivalence, à la fois c'est sécheresse, à la fois c'est inondation. Mais il fallait en tout cas voir qu'il ne faut pas que la sécheresse rime à la famine. Et c'est pour cela que c'était dit aussi que les gens ne doivent pas s'attendre que c'est la pluie qui doit les permettre de produire. Donc en mettant l'accent sur le développement de la culture irriguée. Et aussi l'utilisation des semences et variétés à cycle court pour s'y adapter, parce qu'il vient d'évoquer la réduction en fait du point de vue de l'amplitude pluviométrique et aussi dans la durée. Le deuxième aspect, il fallait assurer une stabilité alimentaire. Donc là, il y a un axe qui a été perçu, c'est l'approvisionnement régulier des marchés. Au niveau, en tout cas, des marchés urbains et ruraux en produits agricoles et agroalimentaires. Donc, revenant au deuxième axe qui, lui, de toute façon, les changements climatiques aujourd'hui, c'est une réalité. Au Niger, en tout cas, la dernière décennie, nous avons connu au moins 4 sécheresses et avec ces récurrences, en tout cas, de déficit alimentaire. Donc, on peut, en tout cas, la plus grande était celle de 2005. Donc, c'est d'assurer la résilience des populations face aux crises alimentaires et de catastrophes. Et ça, je crois que le dispositif qui est piloté par la prémature, en tout cas, en est un exemple pour cela. Et qui fait partie, en tout cas, c'est le troisième axe de l'initiative. Et le quatrième axe, qui lui, très souvent, en tout cas, les gens ne perçoivent pas, c'est l'amélioration de l'état nutritionnel des Nigériens eux-mêmes. Donc, mais l'avancée majeure dans le cadre de prise en compte de de changement climatique, c'est que c'est la coordination de l'ensemble de ces initiatives. Je crois que le coordonnateur ou le secrétaire exécutif en a parlé de plusieurs stratégies qui sont en train de se mettre en place. Donc là, en tout cas, l'avantage ou la nouveauté, c'est cette coordination, en tout cas, de toutes ces politiques-là. Donc, par la mise, en tout cas, à impulser les réformes pour assurer, en tout cas, la coordination de ces initiatives et politiques qui rentrent et qui est assurée par le Haut Commissariat. Donc, Madame Lucien, donc, le secrétaire exécutif ainsi que le représentant du Haut Commissariat à l'initiative 3N vient de citer un certain nombre de stratégies et politiques nationales de manière globale. Alors, en ce qui concerne votre département ministériel, celui de l'élevage, alors comment votre département ministériel met en œuvre les politiques et stratégies nationales? Merci beaucoup. Sectorielles notamment. Merci. Je peux dire qu'au niveau de l'élevage, les politiques et stratégies viennent de la déclaration générale de la politique du ministre, du président de la République. Donc, c'est à partir de là que le ministère de l'élevage a tiré ses politiques. Et la politique, on peut l'englober d'une manière dans l'élevage. On peut le mettre dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population tout en réduisant la pauvreté. C'est-à-dire que la politique en matière d'élevage a pour objectif central d'amener l'élevage à participer d'une manière significative et durable à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population tout en réduisant la pauvreté. Donc, à partir de cet objectif qui s'est visé, il va
falloir avoir une stratégie. Et la stratégie qui a été développée à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc à court terme, nous avons la sécurisation des systèmes de production et sécurité alimentaire qui prend en compte la santé animale, l'aménagement pastoral, la gestion durable des ressources animales, la promotion de l'élevage familial, la commercialisation et l'organisation du monde rural d'une manière globale. Donc ce document de stratégie est décliné en plan d'action. Et dans ce plan d'action, nous pouvons voir que la chose la plus importante à laquelle le ministère a les regards, est très regardant, c'est la gestion des catastrophes. Parce que si vous savez bien que cycliquement, tous les 2 ans, il y a catastrophe au Niger. Et s'il y a catastrophe, le bétail en souffre le plus. Notamment la sécheresse. Notamment la sécheresse, même l'inondation. Même l'inondation, parce que quand il y a trop de pluie aussi, le stade végétatif est dérangé. Donc on ne peut pas avoir la bonne pâturage pour les animaux. Donc pour pouvoir gérer les catastrophes, il y a un système de suivi qui est au niveau national, depuis le niveau communal jusqu'au niveau régional et au niveau national, comme je viens de le dire. Donc il y a des informations qui sont des informations décadaires qui sont prises sur le terrain. Dès que la saison pluvieuse est installée, de tous les 10 jours, il y a des informations qui remontent quant au pâturage, quant à l'évolution de la végétation, ainsi de suite. Et ça, c'est un outil qui aide les décideurs à prendre vraiment des décisions à temps. Donc, chaque 10 jours, il y a des bulletins qui sont mis à la disposition de tous les décideurs et de toutes les structures, même les bailleurs de fonds, pour pouvoir prendre des décisions et puis pouvoir régler, prévenir s'il y aura catastrophe ou pas. Donc, en fin de campagne, il y a tous ces bulletins qui sont centralisés avec les missions ministérielles pour aller sur le terrain pour voir et on compare ce que les bulletins ont pu donner pendant les 3 mois de pluie avec les missions ministérielles et les missions d'évaluation. Donc à partir de là, on fait un bilan fourrager. Et le bilan fourrager peut directement nous signifier si il y a déficit ou pas. Donc s'il y a déficit, il y a tout de suite des actions qui sont menées, notamment la sensibilisation de la population, notamment la vente d'aliments bétail à prix modéré, le déstockage dans le pire des cas, c'est-à-dire quand les animaux vraiment n'ont pas quelque chose à manger, il faut expliquer aux populations, vaut mieux vendre vos bétails maintenant que de le vendre peut-être plus tard et puis à un prix vraiment très dérisoire. Donc on appelle ça le déstockage. Donc il faut faciliter aussi la mobilité du bétail vers les zones, même vers l'extérieur, vers les pays voisins où il y a beaucoup plus de pâturage. Donc, enfin, il y a aussi des kits ménages qui sont donnés aux ménages très vulnérables qui ont vraiment perdu leurs animaux. Maintenant, il y a d'autres actions que le ministère mène dans ses activités régaliennes. Parce qu'il faut dire que c'est maintenant que le ministère est en train de se préparer pour intégrer le changement climatique dans ses stratégies. Mais le ministère, dans ses activités régaliennes, fait déjà du changement climatique. Mais maintenant, quand on va intégrer le changement climatique, ça va beaucoup plus être accentué. Donc, dans ces activités, nous avons le programme d'amélioration génétique qui va permettre de voir quelle est la race Azawak qui va pouvoir résister quand il y a sécheresse et en même temps donner assez de lait pour la population. Nous avons la promotion des cultures fourragères qui sont actuellement, qui est en train d'être diffusée au niveau de chaque région et les expériences sont en train d'être recueillies
pour qu'on puisse prendre des décisions. Il y a aussi l'ensemencement des espaces qui sont dégradés et qui sont, par exemple, autour des points d'eau. Il y a des points d'eau qui sont là, mais il n'y a pas de pâturage autour. Alors, pour une gestion efficace, il faut un peu ensemencer ces différentes. Donc, il y a aussi des thèmes de recherche qui sont en cours actuellement. Nous avons des thèmes de PhD. Par exemple, je peux vous donner un exemple, la variabilité climatique et la dynamique de la végétation. Donc, il va lui permettre de voir, en cas de changement climatique, comment est-ce que il faut faire pour que la végétation ne puisse pas beaucoup en souffrir, afin que les animaux puissent avoir l'élément nutritif dont ils ont besoin. Il y a aussi des projets pilotes qui sont en cours et qui sont en train d'être testés, notamment la programmation du développement pastoral. Comment il faut aller dans la zone pastorale et prendre des parcelles témoins sur lesquelles il faut travailler et où il faut avoir un peu un élevage intégré, où il y aura le pâturage, ou l'élevage, l'agriculture, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans votre travail de tous les jours? Bon, les difficultés, ça n'en manque pas, c'est beaucoup plus financier. Parce que, par exemple, pour monter un projet, tu dois aller sur le terrain et voir, parce qu'il faut se dire déjà que la population a déjà des systèmes d'adaptation qui sont là. Donc, on ne peut pas leur amener des systèmes tout crus qui viennent du haut. Donc, il faut aller sur le terrain. Et ça, on a vraiment besoin d'argent pour aller. Il y a des études préalables qu'il faille faire pour pouvoir voir un peu comment, par exemple, s'il y a inondation, quelles sont les différentes maladies qui peuvent subvenir au niveau du troupeau. Ça, c'est une étude qu'il faille faire. Et beaucoup d'autres études. Et ça, vraiment, on a besoin d'argent. Et encore comme difficulté, il y a aussi la formation qui manque, le renforcement des capacités des cadres pour élaborer des bons projets d'adaptation et de résilience. Ça manque. Merci, madame. Merci. Alors, monsieur le maire, on sait que les politiques et stratégies nationales prennent en compte les collectivités locales qui sont en quelque sorte l'épine dorsale dans la mise en œuvre des politiques en matière de changement climatique. Alors, est-ce que vos plans de développement et budget d'investissement annuels reflètent-ils les besoins des populations vulnérables pour s'adapter au changement climatique? Merci. Avec l'aide du projet Pana Résilience, notre PDC a été révisé et climaté. Donc il y a eu la collecte, le traitement, l'analyse des données climatiques avec la population. Et les populations aussi ont proposé des solutions d'adaptation. Donc je peux dire que ça reflète vraiment la vie des populations. Et chaque année, lors de l'élaboration donc de nos budgets d'investissement, nous tenons compte des montants qui sont donc prévus justement pour lutter contre le phénomène dans le cadre donc de l'appui à l'intensification des productions agro-silvopastorales. Donc on peut citer entre autres comme exemple la récupération donc des terres dégradées, le reboisement, le traitement des coris, l'intensification des cultures maraîchères, la santé animale, la production animale. Alors, dans vos plans, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes vous aussi confrontés au niveau local? Bon, au niveau local, je pense que celle qui m'a précédé du ministère de l'élevage a dit, c'est vraiment les moyens financiers limités, du point de vue de la commune et du point de vue même de la population. Aujourd'hui, même les producteurs, quand ils veulent faire certaines activités, ils n'ont pas de moyens. Il y a aussi la résistance, surtout de la population au changement. Je vous donne un exemple. Toujours grâce avec l'aide du projet Pana Résilience, chaque année, nous fournissons donc des semences
à la population parce que vous savez qu'au fil des années, on constate que la longueur de la saison ne fait que diminuer. Donc nous leur donnons des semences, mais il y a très peu de gens qui veulent utiliser ces semences. Donc il y a une résistance des citoyens au changement. Les réserves foncières qui sont limitées. Aujourd'hui, l'État veut bien financer beaucoup d'activités dans le domaine, mais il n'y a pas de terre, il n'y a pas de terrain pour pouvoir faire les cultures maraîchères, puisqu'il y a une urbanisation galopante qui fait que chaque année, les terres ne font que diminuer. Et il y a aussi, même les terres qui existent, il y a une faible valorisation du potentiel irrigable. Vous voyez que à cause du phénomène d'ensablement du fleuve et de la jacinthe, il est difficile de faire des cultures maraîchères aujourd'hui à côté, donc au bord du fleuve. Alors ça, c'est vraiment des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors, monsieur le maire, votre prédécesseur, le maire de la premier arrondissement de Niamey, vient d'évoquer un certain nombre de problèmes. Alors, comment vous, au niveau des Tondukindi, votre plan de développement et budget d'investissement annuel reflète-t-il réellement les besoins des populations vulnérables pour s'adapter au changement climatique et comment? Donc, merci. Donc, vraiment, comme le maire de la commune Niamey vient de le dire, c'est pareil pour toutes les communes. En tout cas, pour Tondukindi, aujourd'hui, qui est l'une des communes les plus vulnérables du Niger. En tout cas, toutes les actions que nous menons, c'est pour en tout cas résoudre les difficultés des populations. Et comme toutes ces difficultés sont directement ou indirectement liées aux effets néfastes du changement climatique, il va de soi que, en tout cas, toutes nos prévisions, parce que le PDC et les budgets d'investissement, c'est des prévisions, en tout cas, reflètent ces réalités liées au changement climatique. Donc, vous avez aussi des appuis des projets? Oui, on a des appuis des projets. Parce que, comme je le disais, avant même que le PANA arrive, le PDC dont dispose la commune de Tondukindi a pris en compte certains volets du changement climatique. Maintenant, quand on a eu l'appui de ce projet PANA, donc ils ont jugé nécessaire de réviser ce PDC pour intégrer de manière plus détaillée et claire et approfondie en tout cas cette prise en compte du changement des données de changement climatique dans tous les volets. Donc c'est une manière de voir comment on va contribuer à l'amélioration des systèmes agricoles, à l'amélioration des systèmes pastoraux et à l'amélioration aussi des systèmes environnementaux et faire des filets sociaux. Donc pour l'agriculture, on a constaté que depuis des décennies où la saison pluvieuse ne promettait plus, les populations en tout cas s'investissent beaucoup pour faire des activités de contre-saison. Maintenant, quand les projets étaient venus, on leur a dit maintenant c'est de les appuyer parce que les femmes surtout qui font cette activité pendant que la plupart des hommes, après les activités pluviales, se retrouvent dans les villes à la recherche de l'argent. Donc, elles ont besoin d'appui. Donc, c'est ça que PANA a dû faire dans le cadre de l'irrigation. Et aujourd'hui, Tondukindi, avec rien que les sites que PANA a appuyés, est en train d'amorcer, en tout cas, une phase qui va répondre vraiment aux aspirations de l'initiative 3N au Niger. Alors vous, à votre niveau, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés à Tondukindi? Donc les difficultés auxquelles on est confronté, c'est surtout pour ces femmes qui travaillent autour des points d'eau, autour des points d'eau comme les mares, les puits. Donc elles ont des difficultés de gérer en tout cas leur menu, c'est-à-dire leur activité familiale. Par exemple, donc on a dit pour permettre à ces femmes de vaquer exclusivement
ou bien un grand temps à ces activités, vaut mieux leur apporter une autre façon d'aide, c'est-à-dire en mettant à leur disposition des moulins à grains et en leur faisant un peu de filets sociaux pour leur permettre de mener l'activité avec le temps qu'il faut. Donc, de l'autre côté, nous, on a toujours prévu dans nos budgets d'investissement l'appui de la commune dans ce cadre. Maintenant, le problème, comme vous le savez, les recettes des communes ne sont pas suffisantes pour assurer pleinement le fonctionnement et l'investissement comme on le souhaite. On a des difficultés à venir en aide dans ce sens parce qu'il n'y a pas la disponibilité financière. Merci, M. le maire. M. Nazoumou Yahya, donc, par rapport au changement climatique, par rapport à l'adaptation, est-ce qu'il y a des recherches qui sont actuellement en cours ou bien des recherches déjà accomplies? Alors, sur le volet spécifique des changements climatiques, beaucoup de recherches sont en activité. Comme je vous dis, au début, c'est des activités, en tout cas, que les chercheurs, chacun mène dans le domaine de sa spécialité, mais la restructuration mène aujourd'hui ces chercheurs à collaborer entre eux et à se mettre ensemble pour traiter la question climatique, qui est une question transversale. Et donc, parmi ces activités, puisque nous, l'université, nous sommes obligés à chaque fois de parler du renforcement de capacités et de la recherche, au niveau des masters, donc, il y a des masters qui ont été mis en place à la faculté d'agronomie, mais également à la faculté des sciences, mais également à la faculté des lettres et sciences humaines, qui traitent généralement, n'est-ce pas, des stratégies paysannes, n'est-ce pas, d'adaptation au changement climatique, notamment dans le secteur agricole, mais aussi de toutes les études en termes de scientifiques qui permettent aujourd'hui d'identifier pour chaque variété de culture quelle est, par exemple, sa réponse au stress hydrique, c'est-à-dire à la sécheresse. Donc, il y a des recherches qui sont menées, il y a des masters, n'est-ce pas, qui sont mis en place pour répondre, n'est-ce pas, progressivement à toutes les questions, n'est-ce pas, que les politiques se posent dans le domaine, n'est-ce pas, des changements climatiques, mais également de l'adaptation à ces changements-là. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Alors, les difficultés, il faut dire que c'est les difficultés générales, à mon avis, et je pense que d'autres institutions de recherche seront d'accord avec moi. C'est surtout des difficultés, on va dire, de moyens, la faiblesse des moyens. Je ne dis pas l'insuffisance, enfin le manque de moyens, mais l'insuffisance, la faiblesse des moyens. Et quand je parle de moyens, je parle en fait d'abord des moyens financiers, parce que c'est de ces moyens-là que découle l'ensemble des autres insuffisances, qui sont des insuffisances de moyens, comme je disais, surtout logistiques. Et dans la logistique, j'inclus essentiellement, par exemple, les moyens en termes d'équipement, les laboratoires, le matériel qu'il faut mettre dans ces laboratoires-là, le matériel roulant pour aller sur le terrain, le matériel d'enregistrement pour faire le suivi, par exemple, des processus biophysiques et pouvoir comprendre comment est-ce que les structures et les cultures essentielles du Niger répondent, par exemple, au stress hydrique et à d'autres stimuli, mais également les moyens, n'est-ce pas, de manière générale, en ce qui concerne, par exemple, si vous voulez, les équipements roulants et autres. Merci. Je vous en prie. Alors, nous avons M. Dr Moutari Adamou. Donc, vous représentez l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Alors, quel est l'état de la recherche pour appréhender la problématique du changement climatique au niveau de votre institut? Au cours de ces 40 presque dernières années, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de technologies ont été faites, beaucoup d'actions de transfert de technologie et beaucoup d'actions de formation ont été faites conformément à la mission dévolue à l'Institut. Alors, je m'avais très rapidement décliné quelques points saillants. Par exemple, au niveau des ressources phytogénétiques, c'est pratiquement à la date actuelle près de 6000 accessions de différentes espèces qui sont mises en conservation ex situ. Alors, imaginez, avec tous les changements que nous avons connus, si ces mesures n'étaient pas prises, peut-être de ces 6000 accessions, on n'aurait pas peut-être 3000 ou 2000 qui sont survivants. Espèces animales et végétales? Non, végétales. Okay. Donc c'est extrêmement important. Ce n'est pas suffisant, mais en tout cas c'est un résultat qui est extrêmement important. Maintenant, dans le domaine de l'amélioration variétale, le catalogue national des espèces et variétés végétales a été actualisé fin 2012, début 2013, et il comporte une centaine de variétés. Qui dit variété améliorée c'est-à-dire qu'une variété améliorée concentre toute la problématique de l'adaptation au changement climatique. Et donc ces variétés ont été développées. Et si aujourd'hui un programme sérieux pouvait être mis en œuvre
pour transférer l'ensemble de ces variétés à milieu paysan, moi je vous garantis en tant que sélectionneur, je sais de quoi je parle, peut-être qu'on oublierait dans une large mesure les déficits agricoles que nous enregistrons d'année en année. Au niveau de la production animale, Madame de ressources animales a passé tout à l'heure, et elle vous a dit que pratiquement, presque tous les 2 ans, c'est un déficit de production de matières sèches. Alors l'INRAN est en train de mener beaucoup d'efforts pour la mise au point de technologies variétales, notamment fourragères, ou tout au moins des variétés à production mixte, donc des variétés à même de produire des fourrages et de produire des graines. Et c'est le cas aujourd'hui, nous avons des variétés adaptées à ce genre de production à double fin, de variétés de sorgho et des variétés de niébé, donc pour contrebalancer ces déficits que nous rencontrons de temps en temps en production de matières sèches. À la date d'aujourd'hui, on peut estimer qu'en 40 ans, 1 millier de mémoires de doctorat, de master, de DEA ou de diplômes de technicien de l'IPDR ont été directement encadrés au sein de l'Institut. Le dernier problème que je veux évoquer, c'est l'absence de financement. Pratiquement, nous travaillons aujourd'hui en dehors des salaires. Nous travaillons avec des ressources extérieures. Or, la recherche agronomique est un domaine de souveraineté. On ne peut pas laisser sa recherche financée par une tierce personne. C'est à l'État de faire l'effort nécessaire pour financer sa recherche agronomique. Voilà. Okay. Merci. Alors, vous représentez la Direction nationale de la météorologie. Alors, comment la météo appréhende la problématique du changement climatique, notamment en termes de prévision, et proposer des solutions? Je vous remercie tout d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer sur la problématique des changements climatiques et aussi l'adaptation au changement climatique. Donc, pour répondre à votre question, je peux dire que l'intervention de la Direction de la météorologie nationale en termes de changement climatique et d'adaptation à ces effets néfastes peuvent être vus à 2 volets. Le volet recherche et le volet mise en œuvre. Pour ce qui est de la recherche, l'ADMN du Niger a toujours participé de manière active à des programmes collaboratifs avec des partenaires aussi bien au niveau national, régional et international. C'est le cas par exemple des programmes comme le DMP, Desert Burging Programme qui a été piloté à son temps par l'INRAN et l'ICRISAT. C'est le cas du PANA, l'élaboration du programme d'adaptation au changement climatique. C'est le cas des différentes communications nationales que le Niger a eu à faire. C'est le cas de l'analyse de la multidisciplinaire de la mousson africaine AMA, le suivi de la vulnérabilité au Sahel. Il y a pas mal un nombre important de projets, en tout cas de ce genre, dans lequel l'ADMN du Niger a eu à mener des activités de recherche. Ces activités se situent surtout en ce qui concerne la caractérisation agroclimatique des zones, des études climatiques. Et on a participé aussi au développement de certains modèles avec certains centres de recherche au niveau régional et international. Cela nous a permis d'atteindre beaucoup d'acquis, d'avoir beaucoup d'acquis. On est maintenant à même, grâce à certains modèles qui ont été mis au point, de produire des informations d'alerte, telles que par exemple les dates optimales de semis, les longueurs prévues des saisons, les zones à risque climatique. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été déjà faites et d'autres sont en cours et sont à venir. C'est le cas, par exemple, du projet de développement de l'information et de la prospective climatique, le PIDIC. C'est le cas de l'initiative ANADIA, qui a été mise en œuvre au Mali et qui est actuellement en cours au Niger. C'est l'adaptation au changement climatique également par rapport à la sécurité alimentaire et à l'agriculture. C'est le cas du projet METAGRI, qui est piloté par l'Organisation météorologique mondiale. À travers ces initiatives, on est en train de... C'est là où je dis on fait les 2 volets. On va glisser sur le deuxième volet qui est la mise en œuvre même des actions. Parce que j'ai d'abord parlé des activités de recherche, mais on participe aussi aux actions d'adaptation. Par exemple, dans le cadre du projet METAGRI et aussi le cas de la mise en œuvre du volet résilience de l'agriculture au changement climatique du PANA,
on a eu à faire des formations aux paysans pour les amener à mieux appréhender les changements climatiques, comment ils doivent s'adapter. On leur apprend comment ils vont le relevé pluviométrique, comment ils peuvent l'utiliser. On leur donne des pluviomètres à la fin de la formation. Et même la semaine prochaine, dans le cadre du projet Metagri, on a une équipe qui va se rendre dans les régions de Maradi et Tawa pour ce genre de formation. Et depuis 2008 que ce projet a commencé à être mis en œuvre, et dans le cadre du PANA Résilience aussi, on a distribué environ plus de 500 pluviomètres au niveau des paysans. Donc je me dis qu'il y a beaucoup d'acquis qui ont été obtenus, mais beaucoup reste à faire. Alors à votre niveau, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Les difficultés, comme mes prédécesseurs, la difficulté fondamentale, il y a la limite des moyens. Certes, on est appuyé par les partenaires et l'État du Niger pour mener nos activités, mais tout le monde sait que la chaîne de collecte de l'information, depuis la collecte de l'information météorologique de base jusqu'à la production de l'information climatique, ça a un coût. Ça a des coûts énormes. Et ce coût, les moyens financiers dont on dispose restent toujours insuffisants pour pouvoir les couvrir. Donc, comme les autres qui m'ont précédé, les ressources financières restent limitées. Et une autre difficulté fondamentale qu'on a en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique, c'est qu'il y a pas mal d'informations qui ont été élaborées, qui peuvent être utiles pour les paysans, par exemple, et d'autres utilisateurs finaux, mais ces informations n'arrivent pas toujours au niveau des producteurs. Donc, ce gap de communication, ou bien ce que je peux appeler un manque de coordination entre les pourvoyeurs de l'information climatique et les relais de l'information, font que cette information n'est pas toujours utilisée. En tout cas, ce n'est pas utilisé de manière efficiente comme nous, on le souhaite. Donc, ce gap de communication reste un problème fondamental, une difficulté fondamentale quant à l'adaptation au changement climatique au sein de notre institution. Merci, madame. Merci. Alors, M. Bagna, vous représentez la plateforme paysanne du Niger. Alors, quelles sont les actions concrètes que la plateforme paysanne du Niger mène pour faire face aux défis posés par le changement climatique au Niger? Merci. Peut-être je reviens un peu sur ce concept de changement climatique. En fait, nous le vivons quotidiennement. Parce que quelqu'un qui a vu disparaître le marigot de chez lui, quelqu'un qui a vu disparaître la forêt où il faisait sa collecte de bois, je pense bien qu'il est dans le changement climatique. Et surtout aussi les faux départs. Si cette année on se rend compte, l'hivernage, la campagne agricole a commencé tantôt en avril, à mai, et des fins précoces. Donc je disais tantôt, vraiment, c'est-à-dire que nous sommes dans, en tout cas nous le vivons, mais c'est le concept peut-être qui est nouveau. Et au niveau de la plateforme paysanne, on a pu faire quelques constats. C'est-à-dire que du moment où le paysan est là en train de vivre et de continuer à rester dans les terroirs, ça veut dire certainement il est là en train de développer des stratégies. Mais ces stratégies, très malheureusement, ne sont pas valorisées, ne sont pas prises en compte dans les politiques. C'est pourquoi au niveau de la plateforme paysanne, avec l'appui de Oxfam Novib, on a mis en place un projet pilote de développement de l'agroécologie. Et à ce niveau, nous avons en tout cas 3 ou 4 domaines sur lesquels nous avons travaillé. Le premier domaine d'abord, c'est le maintien de la fertilité des sols. Parce que nous travaillons sur la terre, c'est-à-dire qu'on demande à la terre, mais qu'est-ce qu'on donne à la terre? Donc, à ce niveau, nous avons travaillé sur le parcage nocturne. Parce que la difficulté qui se pose, c'est que finalement, les sols sont complètement lessivés. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Tous les champs qui sont au niveau des villages, nous essayons de faire en sorte qu'on fait l'intégration entre l'élevage et l'agriculture. Donc, les parcages nocturnes. Le deuxième axe, c'est vraiment le transport des fumures et des ordures ménagères. Vous allez vous rendre compte que dans les villages, les villages sont très sales, mais malheureusement, les champs sont très propres. Donc, ces initiatives de transport de ces ordures-là, pour véritablement nourrir la terre, est aussi un des axes qui a été retenu. Le troisième, c'est l'utilisation du compost. Nous savons pertinemment aujourd'hui le coût des engrais. D'abord, non seulement les engrais chimiques ne sont pas produits ici au Niger. Alors, donc, nous essayons de faire en sorte que les gens intègrent dans le système de production l'utilisation de ce compost
et ça a été beaucoup apprécié dans le cadre des cultures maraîchères. Nous avons également travaillé sur un axe qui est sur le système de culture. Et à ce niveau, c'est vraiment une promotion de l'association des cultures tenant compte de la protection du sol. En termes d'exemple, c'est l'association Arachide Niébé, c'est aussi l'association Mille Sorgho, mais surtout aussi de la riziculture et pisciculture. C'est-à-dire les deux systèmes qui se nourrissent en même temps. Au niveau de l'élevage, depuis un certain temps, nous travaillons aussi sur la promotion des cultures fourragères, parce que la campagne pluviale ne répond pas. Alors donc, il fallait aussi développer ce système, parce que quand on dit irrigation, il fallait aussi intégrer l'aspect de comment aussi donner l'aliment bétail, parce que les gens, à un certain moment, attendaient seulement les sons. Donc, nous développons ces cultures fourragères au niveau du monde paysan. Nous valorisons aussi, parce que nous travaillons véritablement sur l'aliment bétail, la valorisation des glimes des milles, qui permet aussi à alimenter aussi. Mais en même temps, il y a aussi des expériences traditionnelles de traitement de certaines épidémies. Et tous ces savoirs sont véritablement puisés du monde rural et qui sont capitalisés au niveau de la plateforme paysanne. Maintenant, au niveau de la pisciculture, nous savons tous aujourd'hui que les fleuves ne répondent pas. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui ont même quitté ces pays parce que l'ensablement du fleuve fait en sorte que on n'a plus cette possibilité d'avoir ce poisson. Et au niveau de la plateforme paysanne, avec le même programme, on a développé l'empoisonnement des mares, qui consistait non seulement les espèces disparues sont là en train d'être reprises dans les mares, et c'est au niveau national que ces expériences-là sont soutenues. Maintenant, toutes ces expériences sont capitalisées et qui sont diffusées au niveau du centre agroécologique que la plateforme paysanne a pu mettre en place à Winditan, à 7 km de Baleara. Véritablement, c'est-à-dire c'est un centre d'innovation. Comment toutes ces expériences vont être véritablement, c'est des démonstrations, c'est véritablement des choses qui ont donné des résultats qu'il fallait partager, pas seulement au niveau de la région de Tilabé où le projet pilote a été exécuté, mais comment faire en sorte que et les chercheurs et l'ensemble de tous les acteurs puissent véritablement apporter leur contribution. Voilà en fait en termes d'action ce qu'on a. Alors quelles sont les difficultés sur le terrain auxquelles vous êtes confrontés? En fait, difficulté, je pense l'une des difficultés majeures, c'est le fait qu'il n'y a pas de synergie d'action. En fait, on dit la recherche tout de suite dans les débats, on fait comprendre qu'on a... La recherche doit... Le premier chercheur d'abord, moi je me dis que c'est le paysan. Parce que c'est lui qui, en fait, concrètement, il est là en train de faire des stratégies pour s'adapter. Par exemple, quand je prends la reconstitution du septel, en tout cas, c'est quelque chose. Maintenant, malheureusement, on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de cet existant. Il y a quelque chose, nous accompagnons quelqu'un qui est déjà dans une dynamique. Finalement, nous venons créer encore une autre dynamique très scientifique, surtout dans le cadre du changement climatique. La plupart c'est-à-dire que le niveau d'intervention n'est pas tellement adapté et ne prend pas en compte ce qu'il est là véritablement en train de vivre. Donc, c'est cette rupture fait en sorte qu'on arrive véritablement à valoriser, mais à permettre véritablement d'avancer. Bon, l'autre difficulté, c'est le fait, en fait, toutes ces activités sont menées sur le budget des partenaires extérieurs. Mais quelle est la contribution dans le budget national? Parce que du moment où nous contribuons dans ce budget-là, mais quelle est la part qui revient pour pouvoir accompagner ces dynamiques locales? Vous allez vous rendre, on va dire que le budget est à 10%, 13%, 14%. Mais oui, mais qu'est-ce qui va pour qu'on puisse véritablement mettre en place pour accompagner ces dynamiques-là? Donc c'est vraiment une des difficultés au niveau de ce domaine. Merci, M. Bagnan. Alors, Madame Bako Safi Solange, vous êtes coordinatrice du PANA Résilience. Alors, tout à l'heure, dans notre introduction, nous avons parlé d'une plateforme sur les changements climatiques. Alors, pourquoi une plateforme sur les changements climatiques et quels en sont les membres? Merci, M. Bunga. Il faut rappeler que la plateforme nationale s'inscrit dans le programme d'action nationale pour l'adaptation au changement climatique qui a été élaboré en 2006 par le secrétariat exécutif du CNEDD. Donc, ce programme PANA, qui a été élaboré en 2006,
vraiment vient à point nommé parce qu'il constitue aujourd'hui le document de référence en matière d'adaptation au changement climatique. Pourquoi une plateforme nationale? Il y a beaucoup d'acteurs actuellement aujourd'hui qui interviennent dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, que ce soit les ministères, que ce soit les ONG, que ce soit les universités et plusieurs partenaires. Ils interviennent au niveau de l'adaptation au changement climatique. Mais cette intervention se fait de manière, la coordination se fait de manière très insuffisante. Donc, il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes d'échange d'informations et les besoins en information sur l'adaptation au changement climatique restent très faibles. Et pour cela, nous avons créé la plateforme nationale qui viendra combler toutes ces insuffisances. Voilà ce que je peux dire concernant cette plateforme. Alors, vous, en tant que PANA, quelles sont les actions que vous menez dans ce domaine par rapport au changement climatique? Donc, au niveau de cette plateforme, nous avons mené plusieurs actions. Nous avons d'abord obtenu des informations sur la recherche et nous connaissons aujourd'hui quelles sont leurs difficultés et leurs attentes. Nous avons aussi des informations intermédiaires qui ont été obtenues et des indicateurs aussi. Nous avons des bonnes pratiques en matière d'adaptation qui ont été identifiées. Nous avons élaboré 3 documents. Ces documents ont été validés, édités et vulgarisés. Ces 3 documents, il y a un document qui parle de l'analyse des liens entre les différents acteurs. Le deuxième document, c'est une cartographie des projets et expériences réussis en matière d'adaptation au changement climatique. Ça, c'est très important parce que le Niger a déjà une capitalisation sur des projets et expériences réussis en matière d'adaptation. Et nous avons le 3e document qui est basé sur les approches de concertation et implication entre chercheurs et décideurs. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes là pour le télé-débat télévisé, donc c'est aussi un produit qui est obtenu au niveau de cette plateforme. Nous avons aussi dénombré l'existence de nombreux cadres de dialogue et d'échange ici au Niger. Et nous avons aussi identifié la faible prise en compte des changements climatiques dans de nombreuses politiques et stratégies. Voilà ce que je peux dire comme vraiment résultats qui ont été obtenus. Donc après une année d'activité, quel bilan tirez-vous de cette plateforme? J'ai 2 messages que je voudrais vraiment donner au niveau de ces décideurs. D'abord, il faudrait que nous les sensibilisons pour qu'ils puissent prendre en compte la recherche dans l'élaboration des politiques et stratégies en matière de sécurité alimentaire et d'agriculture. Vous venez d'entendre tout à l'heure l'INRAN, l'élevage, l'université, parler que vraiment il y a une faible prise en compte de la recherche au niveau des décideurs politiques. Donc nous aimerons vraiment qu'ils soient sensibilisés à cela. Ensuite, la plateforme nationale a eu un financement d'1 an et nous aurons voulu que vraiment les décideurs politiques puissent aussi prendre cette initiative pour pouvoir rendre plus visibles les mécanismes de dialogue entre décideurs et chercheurs. Voilà ce que je voulais dire. Merci, madame. Alors, monsieur Omar Tankari, vous représentez CARE International Niger. Vous allez peut-être compléter madame Solange par rapport au message clé que vous avez adressé aux décideurs. Merci beaucoup, monsieur Gunga. CARE Niger fait partie de cette plateforme nationale de dialogue entre les praticiens, les chercheurs et les décideurs politiques relativement à l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Alors nous avons entendu tous ces acteurs essentiels au niveau national
qui sont intervenus pour définir le cadre stratégique et toute l'architecture politique qui régit la question du changement climatique au Niger. Donc on a pu voir que l'environnement est là, l'environnement est créé, le cadre stratégique est là, les politiques sont définies. La recherche a produit des résultats satisfaisants et énormément de résultats qui, malheureusement, on l'a entendu, sont restés coincés au niveau de la recherche, qui n'ont pas été diffusés au niveau des utilisateurs finaux. Sur les questions de météorologie et d'information climatique, là aussi des choses très intéressantes se passent. Là aussi, on a entendu une contrainte essentielle qui est liée à l'accessibilité des utilisateurs finaux aux produits qui ont été trouvés qui sont mis sur le marché par la direction de la météorologie. Donc, le message essentiel que nous avons au niveau de la plateforme, c'est mettre un peu d'huile dans les rouages, mettre de l'huile dans les ancrages, faire en sorte que ce qui se passe au niveau national, au niveau stratégique, puisse être relayé et être utile au niveau du terrain, au niveau des communautés de base qui sont les plus affectées par le changement climatique, qui sont les utilisateurs finaux de tout ce que nous sommes en train de faire, de tous les services qu'on produit, de tous les produits de la recherche. Et tout à l'heure, M. Bagna disait que le paysan s'est adapté. Il ne nous a pas attendu pour s'adapter. Mais si on est là, c'est parce qu'on pense que cette adaptation n'est pas optimale. Et s'il y a des crises alimentaires au Niger, c'est que cette adaptation dans les conditions actuelles est carrément insuffisante. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que le cadre stratégique et politique puisse créer les conditions pour que le paysan, au final, s'adapte et que les crises alimentaires puissent être moins aiguës, puissent affecter moins les paysans, quoi. Alors, tout le monde a parlé de manque de ressources financières, humaines, matérielles. Je pense que la première ressource, et là aussi M. Bagna l'a dit, c'est la synergie. Parce que ce qui se passe au niveau de la recherche peut être relayé sur le terrain, pas par des programmes supplémentaires de recherche, mais par des acteurs qui sont déjà sur le terrain. Donc un premier défi pour nous, c'est relever ce défi de la synergie. Ça fait des années qu'on parle de synergie, mais on remarque que jusqu'à aujourd'hui, les gens ont du mal à travailler en synergie. Donc un des rôles de la plateforme, c'est renforcer cette synergie. Faire absolument en sorte que les chercheurs, les praticiens, les décideurs se parlent et définissent des meilleures procédures, des meilleures méthodologies pour que les utilisateurs finaux puissent profiter de tout ce qui se passe au niveau national. Deuxième message, c'est la question des ressources. Là aussi, j'appuie 100% ce que M. Bagna a dit. Il n'est pas envisageable que l'État s'appuie essentiellement sur des ressources extérieures pour réaliser des programmes et des politiques nationaux d'adaptation. Il faut absolument qu'il y ait des allocations sur le budget national pour concrétiser la volonté politique de mettre en œuvre les politiques et les stratégies qui existent déjà. Donc l'intégration transversale de la dimension changement climatique, aussi bien dans le politique que dans le budget, peut être une façon très claire et très précise pour l'État de démontrer que cette problématique est prise en compte. Merci, M. Omar. Donc, avant de clore ces télédébats, nous allons inviter M. le secrétaire exécutif de dire son mot de la fin. Maintenant, pour le mot de la fin, c'est pour remercier en tout cas les panélistes de leur intervention brillante. Beaucoup de choses ont été dites, en termes de difficultés surtout, qui ont été d'ailleurs recensées par Omar en termes de deux messages principaux. Et je pense que c'est un dialogue très important entre décideurs et chercheurs. Des problèmes, des difficultés ont été relevés, des résultats de recherche ont été relevés. Je pense qu'il faut que tout ça, qu'il y ait un écho auprès des décideurs pour que, en fait, quelque chose puisse se faire en vue d'améliorer les conditions de lutte contre les changements climatiques. J'espère aussi que ça va faire écho, même si certains ont relevé que l'État doit mieux investir sur ces questions-là, ça va faire aussi écho auprès des partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent apporter, surtout que certains font partie de la plateforme, certains font partie de ce réseau, donc pour qu'ils puissent accorder davantage des financements en matière de lutte contre le changement climatique envers les populations vulnérables. Je remercie aussi les téléspectateurs qui ont regardé
cette émission, ce télédébat. Et j'espère que ça va leur apporter un plus pour la compréhension des changements climatiques actuels et futurs au Niger, sur la compréhension des actions qui sont menées pour lutter contre les changements climatiques en matière d'agriculture, et maintenant les acteurs qui sont là-dedans et vers lesquels ils peuvent aller, ils ont identifié, j'espère qu'ils vont aller vers ces acteurs pour s'approprier des pratiques en matière de lutte contre les changements climatiques. Sur ce, je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire exécutif. Nous venons ainsi au terme de cette émission. C'était le débat combien instructif et pédagogique, et une initiative à soutenir et pérenniser car elle constitue une tribune de dialogue et de concertation entre décideurs, chercheurs et acteurs. Et cela permettra sans doute de répondre aux défis du changement climatique, une préoccupation planétaire. Merci de nous avoir suivis.